Bonjour et bienvenue. Alain Legrand, psychologue clinicien, aventurier de la conscience. Bienvenue dans cette 4e vidéo et je vous remercie particulièrement pour tous les commentaires des 3 précédentes. C'est totalement exaltant. Merci. Au fait, le défi des 10 vraies émotions vous plaît-il? Aujourd'hui, on va parler des chaînons manquants 4 et 5. Je vous avais parlé des comportements holomidaux pour une nouvelle société et du régime alimentaire. Mais dans les vidéos précédentes, nous avons abordé le fait que la personne intuitive est une excellente clé évolutive. Dans la 2e vidéo, les 12 formes de l'intelligence humaine. Dans la 3e, les 10 vraies émotions et l'appareil psychique de ce nouveau personnage. Aujourd'hui, dans la 4e, on va aborder les comportements de cette nouvelle société de réseau et en quoi l'alimentation vient-elle intervenir dans un saut évolutif d'espèces, comme si l'alimentation pouvait agir sur les gènes. En fait, nous le savons aujourd'hui, grâce aux travaux des épigénéticiens de l'épigénétique, depuis 2003, nous savons, scientifiquement parlant, que l'alimentation interfère sur les gènes. Eh oui! Alors, nous allons commencer, évidemment comme d'habitude, à décharger le fardeau du passé et à entrer vers le futur. Alors, vous connaissez la chanson? Vous savez maintenant que le futur c'est par là? Allez, on y va! Alors voilà, pour cette 4e vidéo, je m'installe en bord de mer parce que je vais vous parler des intelligences collectives. Je vous ai parlé des 12 formes de l'intelligence humaine, mais il n'y a pas que ça qui existe. Lorsque nous sommes en grand groupe, une intelligence collective émerge et gère ce grand groupe. La première grande intelligence collective qui nous intéresse, c'est l'intelligence collective en essaim. Celle des poissons, des oiseaux, des insectes, des grands groupes de mammifères. C'est une intelligence qui gère parce qu'elle protège pas les individus, parce qu'à ce moment-là, les créatures ne sont pas encore des individus. Le grand groupe gère l'unité. Si je veux sauver ma vie, je m'insère dans un banc de poissons, je m'insère dans un banc d'oiseaux, je m'insère dans un banc de mammifères. Et si je vis dans une société d'insectes collectivistes, je m'insère dans une ruche ou un essaim. Donc l'intelligence collective en essaim, la première dont nous parlons, vient tout simplement des essaims, de vivre en collectivité, protège l'unité et permet la perpétuation de l'espèce, mais on parle plutôt des gènes dans ce cas-là. Je ne vais pas aller plus loin en termes de gènes pour l'instant. À partir du 19e siècle, les savants, les zoologistes savaient que les animaux avaient des sens de communication, mais les animaux ne savaient pas qu'ils savaient. Donc ils avaient un savoir, évidemment, la conception des ruches, les nids, toutes sortes de constructions architecturales ou de constructions fonctionnelles, mais ces animaux ne savent pas qu'ils savent. Voilà pourquoi on a appelé l'Homo sapiens, sapiens, c'est celui qui sait qu'il sait. Pardon, je répète un peu plus lentement. C'est celui qui sait qu'il sait. Voilà. Et comme il a ce savoir, il a une réflexion qui fait qu'il s'interroge sur lui-même, sur le monde extérieur, et peut commencer à classifier, à catégoriser le monde sous forme de catégories, et ça lui permet de penser les choses d'une manière beaucoup plus distincte, la distinction. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'humain parlera d'individu. Ça, c'est pour cerner le premier mouvement collectif, l'intelligence collective en essaim. Ensuite, faisons un saut évolutif. L'intelligence collective originelle, c'est celle qui parle de nos origines à nous, les hominidés.
En fait, l'intelligence collective originelle, c'est ceux qui vivent en petits clans, en petits groupes. Évidemment, on va penser au groupe de singes, parce qu'ils vivent en clan et en groupe, avec un chef, des lieutenants, une femelle alpha, des femelles bêta. Voilà, on va parler là plutôt dans cet aspect de la zoologie, de tout ce qui correspond aux mammifères anthropoïdes. Ils ont une structure, ils ont un ordre extrêmement rigide et ils n'ont pas beaucoup de liberté de mouvement. L'alpha ne peut faire que des comportements d'alpha. Et s'il n'agit pas ces comportements d'alpha, il va simplement être détrôné par ces petits lieutenants qui sont là et qui voudront prendre la place du chef. En quoi est-ce intéressant d'être un alpha par rapport au groupe, au petit groupe, hein, j'insiste, parce qu'après nous parlerons des grands groupes. Eh bien, tout simplement parce qu'il va s'arroger la meilleure part du morceau, et pouvoir promouvoir plus librement, plus facilement ses gènes. Alors, si je prends l'exemple tout simplement des chimpanzés, un parmi d'autres, saviez-vous que les groupes de chimpanzés adolescents, et oui, les adolescents sont des sales jeunes partout en fait, même chez les chimpanzés, eh bien ils se mettent en groupe, en bande, ils partent chasser, ils tuent un macaque ou n'importe quelle autre proie vivante, ils le ramènent, et c'est le dominant qui se sert en premier. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, déjà dans le groupe originel, on peut s'apercevoir que le chef a une fonction de chef très intéressante, parce qu'il se nourrit sur le travail des autres. Ça nous parle à nous les humains, hein, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cadre-là, il y a déjà des individus. Là, on ne parle plus de chiffres, on parle d'un individu. Parce qu'ils auront chacun un caractère. Oui, dans les groupes de chimpanzés, dans les groupes de grands singes, dans tous les groupes constitués, chaque individu a des spécialités et son caractère a porte des comportements différents, agit des comportements différents. Donc on est déjà très évolué dans le stade hiérarchique, ce stade collectif est très structuré, mais avec encore très peu de liberté de mouvement. Regardez un petit peu dans l'intelligence collective en essaim, la première que je viens de vous parler. Les poissons ou les oiseaux ont très peu de marge de manœuvre les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, quand le banc de poissons change de trajectoire, eh bien tous les poissons suivent. Ils n'ont pas de marge de manœuvre autonome. Chez les singes, oui, la marge de manœuvre existe un tout petit peu parce qu'au moment où le chef va commencer à montrer des faiblesses, la marge de manœuvre des lieutenants va faire qu'ils vont monter au créneau et tenter de prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas encore si clair que ça, parce que leur niveau de langage est constitué, ils communiquent très bien. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous invite à retourner voir Gregory Bateson, un monstre dans la communication du monde animal. Gregory Bateson a fait aussi partie de l'école de Palo Alto. Et l'école de Palo Alto est devenue par la suite la célèbre école qui a fait émerger le monde systémique, la pensée systémicienne, chez nous les humains. Donc Gregory Bateson, une référence incontournable si vous voulez vous instruire un petit peu plus sur la communication de tous les êtres vivants. Dans ce groupe, je vais introduire une notion qui s'appelle l'holoptisme. Excusez-moi, hein, ce n'est pas une insulte. Mais l'holoptisme, c'est la faculté de percevoir l'ensemble du groupe. Comme ces groupes sont constitués de peu d'individus, eh bien, un individu peut comprendre l'ensemble du groupe et s'immiscer dedans et agir sur l'ensemble du groupe. Donc, l'holoptisme, c'est la capacité de voir l'ensemble du groupe et de toutes ces fonctions dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles ils vivent. Voilà, pour le second niveau de l'intelligence collective. L'intelligence collective, le troisième étage, nous le connaissons tous. Je vous en parle depuis le début de ces vidéos. C'est ce que je vous appelle la société pyramidale. Et à bien y réfléchir, la société pyramidale humaine n'est-elle pas
une simple extrapolation de ce qu'était le groupe originel. Un chef, des lieutenants et l'ensemble des serviteurs. D'ailleurs, lorsque je vous montre cette image de pyramide, avec un pharaon à sa tête, les militaires et les prêtres, les intellectuels, et en dessous l'ensemble des castes de commerçants et d'esclaves, c'est tout simplement une intelligence collective qui est simplement montée d'un niveau de complexité. Parce qu'il semblerait que l'univers adore générer des structures de plus en plus complexes. Pour parler de l'évolution de la complexité dans l'univers, je vous renvoie à Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien français qui, depuis les années 80, au travers de ses livres et de ses conférences, nous parle, nous raconte des histoires d'étoiles, de poussière d'étoiles, de structuration, de gravitation. Bref, un homme absolument fascinant et charmant. J'ai pu le rencontrer à l'âge de mes 18 ans et il m'avait totalement séduit par son discours envoûtant et d'un scientifique extrêmement clair et simple, un bonheur de scientifique à écouter. Eh bien, cette évolution de la complexité dans l'univers nous parle, nous ramène, nous amène à quoi? À la société d'aujourd'hui. Cette société extrêmement complexe, mondialisée, et où un simple individu de la base ne sait plus appréhender l'ensemble de tous les mécanismes de jeu, de société, de pouvoir à laquelle il est confronté. D'ailleurs, c'est ce qui pose problème. Il n'y a que les dirigeants et les chefs qui ont une vision holistique de tout le système. Eux peuvent quand même comprendre ce qu'ils sont en train de gérer parce que, évidemment, qu'il y a des dirigeants qui gèrent l'ensemble du pouvoir mondial. Sinon, il n'y aurait pas de société mondiale, c'est bien évident. À toute structure, il y a bien sûr des dirigeants qui ont un œil bienveillant sur leur petite possession. Oui, leur possession, c'est nous. Nous sommes le bétail intelligent de ces dirigeants-là. Mes termes sont trop forts? Non, pas du tout. Il suffit de regarder dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde de la finance est le nouveau Dieu sur terre et l'opium des peuples est toujours la religion. D'ailleurs, ne sont-ils pas en train de nous réifier, de nous remettre sur la table une nouvelle croisade? Et cette fois-ci, elle n'est plus au Moyen-Orient, quoique les pauvres gens de là-bas souffrent beaucoup. Cette nouvelle croisade a redébordé sur tous les continents. Et donc en Europe, nous connaissons aussi la nouvelle croisade, bien sûr. Ils ont décidé de nous mettre une guerre civile sur les bras pour que nous ne nous posions plus trop de questions à leur sujet. Parce que vous savez bien que quand un humain est en état de stress, que se passe-t-il? Il se passe un phénomène de split brain, c'est-à-dire les deux hémisphères ont un appauvrissement des communications interhémisphériques. On dit aujourd'hui que nous avons 300 000 fibres qui véhiculent dans le corps calleux entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et que lorsque nous sommes en état de stress, soit de choc, soit chronique, eh bien jusqu'à 40%, vous vous rendez compte? Donc 300 000 fibres moins 40% ne savent plus véhiculer. Pourquoi? À ce moment-là, on entre en système homolatéral, et ce système homolatéral nous permet de réagir beaucoup plus vite en termes de fight, flight or freeze. Ce que je vous ai raconté à la dernière séance, c'est-à-dire ce que la peur génère à l'intérieur de nous. La peur génère un split brain à l'intérieur du cerveau qui nous permet de survivre, mais qui ne nous permet plus de penser, de cogiter, de parler de philosophie, d'élaborer la science de Confucius et de tout ce qui nous permet d'élaborer en pleine conscience. Hélas, quelque chose chez l'humain que depuis les Grecs s'est appelé le complexe d'hubris, de la démesure. Quelque chose chez l'humain, dans cette société pyramidale devenue mondiale, semble être atteinte de démesure. Oui, de démesure. Nous ne sommes pas seulement des individus extrêmement intelligents ou riches de tout, il semble que nous n'ayons pas de frein, pas de limite. Et cela nous mène à une société qui pourrait penser qu'elle va nous recréer encore une guerre mondiale. Oui, nous sommes les héritiers quand même
d'une espèce qui génère des guerres mondiales. C'est pas rien quand même, non? Vous n'avez jamais entendu parler de poissons, d'insectes, de mammifères autres que nous, qui a étendu son pouvoir sur l'ensemble du globe et qui peut, par les jeux d'alliance, générer des guerres mondiales. Et c'est extrêmement interpellant. Tellement de personnes, tellement de groupes, tellement d'associations aimeraient pouvoir faire cesser les guerres, pouvoir faire que nous puissions vivre en amour inconditionnel les uns avec les autres. Eh bien non, l'hubris chez le sapiens ne le permet pas. Donc nous devons constater, en pleine conscience et avec le plus de sérénité possible, à quel point nous sommes destructeurs. D'ailleurs, à ce sujet, je vous présenterai une vidéo sur l'élaboration de la destrudo, parce qu'il n'y a pas que la libido chez l'humain, il y a aussi cette pulsion de destruction, la destrudo, qui génère le complexe d'hubris. On en reparlera plus tard, évidemment. Mais pour l'heure, comme nous voyons que l'ensemble de la société pyramidale nous mène à un effondrement certain, et en tout cas à une masse de souffrance à laquelle nous n'avons pas encore été confrontés, eh bien, quelque chose est en train de naître. Certains appellent ça la nouvelle conscience. Aujourd'hui, avec Jean-François Noubel, que je vous ai présenté dans la première vidéo, eh bien, nous allons pouvoir parler de la nouvelle société holomidale, le nouveau niveau d'intelligence collective, le 4e. Eh oui, nous sommes en phase de pouvoir élaborer et de dépasser le 3e pour accéder à un 4e niveau d'intelligence collective. C'est là-dessus que j'aimerais bien travailler avec vous dans le programme Persona Gaia. Parce que cette intelligence collective, forcément, va être gérée, va être vécue et gérée par des nouveaux individus. Et comme nous savons aujourd'hui que notre code génétique n'est pas si figé que cela et est tout à fait plastique à l'égard de la plasticité neuronale que nous connaissons très bien depuis le début des années 2000, parce que depuis 2003, c'est la même date qui correspond avec le fait que chez nous, les psychologues cliniciens, nous savons que nous pouvons guérir les traumatismes. Oui, jusqu'avant 2003, les textes de psychiatrie et de psychologie ne permettaient pas de guérir les traumatismes. Quand un choc terrible était arrivé, on ne pouvait que s'acclimater et compenser et vivre une vie de merde tout le restant de notre vie. Depuis 2003, depuis des nouveaux outils qui nous sont arrivés, depuis du nouveau savoir, je vais simplement citer le Somatic Experiencing, une méthode qui était vraiment intelligente, qui a utilisé notre compétence de raconter des histoires, d'agir les histoires sur un fond de légère transe hypnotique. Somatic Experiencing. Vous pouvez vous renseigner là-dessus si vous le désirez, c'était très très intéressant. Et depuis est arrivé les psychologies énergétiques qui nous permettent de guérir les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles étant guéries, à ce moment-là, la cognition peut se remettre en route. Donc depuis 2003, le mouvement épigénétique est arrivé d'une manière officielle dans la science et le mouvement de la psychologie énergétique est arrivé d'une manière officielle dans la science aussi. Magnifique. Il y a des dates comme ça dans l'humanité qui font date. Génial. La nouvelle société holomidale, cette intelligence collective de 4e niveau, va forcément devoir repenser les besoins de l'humanité. Parce que les anciens besoins étaient définis par la pyramide de Maslow, cette pyramide que je vous montre actuellement. Et cette pyramide était calquée sur la pyramide de Maslow, la pyramide. Les mots ont des significations et forcément que ça veut dire la même chose. Donc cette pyramide de Maslow codait les humains à agir pour leur maître. Si nous voulons définir une nouvelle société de réseau collective et holomidale, forcément que nous allons redéfinir des nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins, qu'est-ce que c'est? Regardez le nouveau schéma. Ces nouveaux besoins sont simplement l'expression des 12 formes de l'intelligence. Évidemment, les 12 formes de l'intelligence ne sont pas là pour le plaisir, elles sont là parce qu'elles ont des fonctions. Et comme nous l'avons dit aussi, les nouvelles formes de l'intelligence sont là pour exprimer le raffinement du soi. Parce qu'évidemment, plus les humains vont
se développer et évoluer, et plus ils auront des fonctions de raffinement du soi. Le soi qui va venir éclairer les différentes phases et les différentes scènes, c'est une évolution de la complexité dans l'univers. Donc, il est bien clair et évident que l'humain continue à évoluer. Voilà pourquoi je vous propose le Persona Gaia. C'est simplement une des pistes possibles de l'évolution humaine. Et j'insiste sur le fait que c'est une des pistes possibles, parce que depuis la première vidéo, je vous dis que les dirigeants ont déjà décidé de leur piste à eux. Pour eux, le sapiens est déjà derrière nous. Ils ont déjà codé le transhumanisme. Et chez eux, le transhumanisme, ce sera une version augmentée de l'humain, parce qu'eux sont déjà en fait en train de penser l'holomidal à leur manière, c'est-à-dire qu'ils pensent l'holomidal par la forme technologique. L'humain augmenté n'est rien d'autre qu'un humain dans lequel il y aura à l'intérieur de plus en plus de composantes technologiques. Si nous voulons réaliser un autre chemin humanitaire, ok, nous devons nous reposer à tête reposée en pleine conscience. Quels sont nos nouveaux besoins? Eh bien voilà, nous pourrons élaborer grâce à ce genre de schéma et de graphisme des nouveaux besoins, parce qu'il y a des nouvelles catégories qui existent, que nous venons de générer au travers de ce nouveau modèle, bien sûr. Et grâce à cette société de réseau, grâce à Internet, bien sûr, nous allons pouvoir redevenir holographiques. Oui, grâce aux équations de Mandelbrot, grâce aux équations de fractal. Je vous ai dit que les mathématiques étaient le langage de l'univers. Eh bien, une fois de plus, un mathématicien nous a permis d'appréhender le fait que dans la société holomidale, je parle le langage de cette société, j'agis le comportement de cette société. Grâce au réseau et au web, je vais pouvoir recomprendre l'ensemble de l'holoptisme, donc l'ensemble de comment cela fonctionne-t-il d'un bout à l'autre de la société. Et dans cette société, je vais me targuer d'être un maillon important. Parce que développant mon individuation, quittant l'individualisme, je ne serai plus seulement un numéro dans le système. Je vais redevenir une créature unique, experte et collaborante avec l'ensemble de tous les autres éléments du réseau. Cela va me donner en tant qu'individu et en tant que citoyen une toute autre place. Oui, évidemment, le vieux réflexe va revenir. Parce que si je vous montre un schéma de cette société, regardez plutôt ce schéma. Les 4 niveaux d'intelligence collective. Le premier, les saints, le deuxième, l'originel, le troisième, le pyramidal et le quatrième, l'holomidal. Les ataviques, ceux qui voudront rester accrochés au 3e niveau parce qu'ils ont un pouvoir, tout simplement, à vivre dans ce 3e niveau pyramidal, eh bien, ils vont vous dire « Mais pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu » Ben, je me prends pour ce que je suis, une fois de plus. Et ce que je suis est une masse immense de savoir, parce que je suis simplement l'aboutissement de générations et de générations d'individus qui ont vécu, qui ont survécu et qui se sont développés. Donc, chaque créature humaine qui vit là, dans cette société, que nous soyons 500 millions, 7 milliards ou 70 milliards, peu importe, nous sommes clairement les détenteurs d'un savoir hallucinant. Et nous devons maintenant prendre conscience que chacun de ces individus possède un savoir qui, s'il est développé, comme je tente de vous le dire depuis le début, et avec le programme que je vous propose, le Persona Gaia, de développer cette complexité intérieure, faire sortir les intuitifs de l'intérieur pour qu'ils expriment l'ensemble de leurs compétences, à ce moment-là, l'ensemble des réseaux dans lesquels nous vivons, parce que nous vivons dans une intrication de réseau et de réseau sur réseau, c'est ce qu'on appelle la vision systémique du monde, la vision en réseau du monde, à ce moment-là, l'ensemble du système humain va bénéficier d'une masse de savoir et de compétences
comme jamais ça n'a été le cas. D'ailleurs, regardez déjà sur le web aujourd'hui le nombre de personnes qui vous proposent des formations en ligne avec des vidéos, avec des webinaires, des webconférences, des web coaching, des e-books, des photos, des liens, des propositions de services en ligne, des services résidentiels, des services vivants. Vous vous imaginez? Imaginez d'ici quelques temps, imaginez-vous dans 1 an, dans 3 ans, dans 15 ans, avec ce développement hallucinant de compétences et de savoir. Évidemment que j'ai envie d'y aller, évidemment que j'ai envie de vivre dans cette société-là. Et c'est pour ça que je développe tout ce que je développe et que je vous invite à venir le développer en ma compagnie. Parce qu'à ce moment-là, nous serons le réseau, nous serons la société de réseau sera nous. Et nous pourrons développer des assemblées constituantes. Oui, parce que, ouvrons une petite parenthèse, aucune des sociétés dans lesquelles nous vivons n'a été rédigée en assemblée constituante par les citoyens, hein, soyons bien clairs. L'ensemble des sociétés dans lesquelles nous vivons encore possèdent une constitution plus ou moins locale, plus ou moins généraliste, toujours rédigée par les dirigeants. Les pharaons, pas le peuple. Donc, dans cette société de réseau, enfin, le potentiel des assemblées constituantes va pouvoir se réaliser. Oui, c'est exactement par là que je désire de tout mon cœur, de toute la force de mon être, que nous puissions aller. Et en termes de dernier chaînon manquant, nous allons aborder l'alimentation, au sens général du terme, évidemment. Ce qui est à dire, c'est que l'équilibre acido-basique a été rompu. Il a été décalé vers l'acidose et chroniquement, nous sommes maintenant dans une alimentation, un état de santé acide. Alors qu'est-ce que cela génère? Cela génère une masse de problèmes au niveau intestinal. Et comme aujourd'hui nous disons que l'intestin est le deuxième cerveau, eh bien vous commencez à comprendre que si notre intestin, qui est le deuxième cerveau, est encombré, abîmé, acidosifié, eh bien il y a une énergie qui ne peut pas accéder au cerveau. Je vous ai parlé d'arrêter de mettre du diesel dans l'avion, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un corps acidifié? Comment changer le régime alimentaire? Et le problème, c'est que c'est si difficile de changer le régime alimentaire, parce que le régime alimentaire nous parle de nos valeurs familiales. Et il n'est pas simple d'aborder le concept de régime alimentaire, parce que régime alimentaire nous parle de restrictions. Et nous détestons les restrictions alimentaires, puisque nous nous gavons de sucre. Donc, il y a un piège lorsque l'on parle de régime alimentaire. Je ne vous parle pas de restrictions, je ne vous parle pas de devenir végan, de devenir viandeux, de devenir tout ce que vous voulez, surtout aucun sectarisme lorsque l'on parle de régime alimentaire. Par contre, il est question de lente transformation et d'évolution du régime alimentaire. Parce qu'évidemment, j'aime manger, j'aime la bonne chair, je m'en régale, j'aime déguster, j'aime découvrir toutes sortes d'aliments. Ici en Grèce par exemple, sur l'île d'Alonissos, je me gave, non pas pour me bourrer, pour me blinder et devenir malade, mais je me gave de toutes ces nouvelles recettes que je ne connais pas. Et même les anciennes recettes que je connaissais, je les remange ici avec un plaisir hallucinant puisque je suis dans un tout autre cadre. Alors, manger, évidemment, pour aller vers l'inverse, le contraire de l'acidose, c'est évidemment manger des aliments basiques. C'est évidemment manger des aliments bourrés de micronutriments. Pourquoi je vous parle des micronutriments? Parce que lorsque je faisais mes recherches, je ne comprenais pas pourquoi ces diététiciens, pourquoi ces naturopathes me parlaient de nourriture morte. Et je me disais, mais enfin, je mange, j'ingère et je vis. Pourquoi me parle-t-il d'une nourriture morte? En fait, il voulait me parler d'une nourriture de moins en moins chargée de micronutriments. Alors que ce qui nous nourrit
ce sont les oligo-éléments, ce sont les vitamines. Bien sûr, il nous faut quelques protéines, lipides et glucides, ce qu'on appelle les macronutriments, protéines, lipides et glucides. Les micronutriments, c'est ce qui nous fait vivre réellement. Comme notre régime alimentaire industriel nous prive de micronutriments, nous devons manger beaucoup plus. Et si nous mangeons beaucoup plus que de raison, qui c'est qui est intéressé? L'industrie agroalimentaire. Cette industrie agroalimentaire fait une masse d'argent qu'il ne devrait pas faire, tout simplement en nous vendant une nourriture dénutrie. Comme elle est dénutrie, nous devons en manger beaucoup plus, et comme nous devons en manger beaucoup plus, nos intestins, les reins, le foie, l'ensemble du système digestif avec toutes les glandes et les hormones sont en train de s'encombrer. Et qu'allons-nous porter chez les médecins? Des maladies qui prennent cours dans ce que nous ingérons. Et vous voyez qu'une sorte de boucle est en train d'être bouclée aussi, parce qu'en étant dénutris, notre énergie psychique n'est plus assez bonne. Comme notre énergie psychique n'est plus assez bonne, nous ne pouvons pas évoluer du sapiens vers le persona Gaia. Bingo! Une fois de plus, nous faisons un lien capital entre des éléments élémentaires, la nourriture et l'évolution du sapiens vers le gaïen. Alors, une autre notion, parce qu'on parle de ce que l'on mange, mais comment mangeons-nous? Dans un cadre de plaisir, blindé de soleil, ou mangeons-nous d'une manière stressée, parce qu'on doit aller bosser? Est-ce que l'on mange sans faim? Est-ce que l'on mange avec compulsion? Est-ce que l'on mange en pleine conscience? Donc, vous voyez que la nourriture, ce n'est pas que ce que nous ingérons, mais c'est comment nous l'ingérons. Dans quel état d'esprit nous ingérons notre alimentation. C'est extrêmement important, parce que nous savons aujourd'hui que lorsque nous sommes en état de stress, les hormones du stress sont antagonistes de la digestion. Si vous mangez stressé, vous digérez beaucoup moins bien. Donc, notre mode de vie industriel et stressé sont deux combinaisons élémentaires pour moins bien digérer. Si nous digérons moins bien, nous assimilons moins bien l'ensemble des nutriments qui nous sont importants à vivre, et donc nous devons manger plus. En mangeant plus, en état de stress, nous digérons moins bien, et la boucle est bouclée. Donc, vous voyez que changer des états de comportement élémentaires et simples agissent sur notre psychisme. Donc, CQFD, c'est très important et très intéressant de se remettre à manger d'une manière autre et différente. Alors, autre et différente, commençons par la simplicité. Introduisez quelques smoothies dans votre vie. Smoothies, tels que disent les anglo-saxons. Qu'est-ce que c'est un smoothie? C'est simplement des légumes et des fruits mélangés ensemble, bu en même temps. Les fruits vont vous apporter un sucre rapidement assimilable et plaisant, ce qui fera passer beaucoup plus facilement les légumes que vous mettez dans votre ingestion de smoothie. Si en plus vous y incorporez quelques graines germées ou des germes de graines, quels que soient les germes que vous ingérez, vous avez un cocktail de nourriture blindé de micronutriments. Il suffit d'introduire cela dans votre régime alimentaire habituel. Et ça suffit. Vous allez entrer lentement, doucement, sans vous stresser, sans être obligé de suivre un régime quelconque, contraignant, un sacerdoce qui va vous déranger, voire vous emmerder. Et bien à ce moment-là, vous commencez à manger autrement, lentement, et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma propre nourriture. J'ai introduit petit à petit les smoothies. Maintenant, j'en suis à plus de 2 ans et demi de smoothies quotidiens ou quasi quotidiens. Alors j'ai rencontré une Française ici avec qui j'ai échangé sur toute cette matière et elle m'a dit « Mais alors monsieur, ici en Grèce, vous ne pouvez pas manger vos smoothies ?» Bah oui, il y a des bars à smoothies qui existent ici aussi, mais comme je ne suis pas dans un régime sectaire, je reste omnivore. Inutile de me parler de végan, inutile de me parler de viandeux, ça m'est égal.
je suis omnivore, alors je reste omnivore. Mais j'ai introduit une différence, et cette différence, petit à petit, a fait son travail. Voilà, grâce à cela, je reste en bonne condition physique, sentez toute l'énergie avec laquelle je vous parle. Voilà pour boucler le 5e chaînon manquant, l'alimentation, après le 4e qui est les comportements holomido. Dans cette vidéo, nous avons vu les comportements holomido, la nouvelle alimentation, comment agencer cela. Et vous voyez que petit à petit, l'ensemble du schéma commence à apparaître de plus en plus clairement. Et pour l'heure, je vous laisse avec ce magnifique soleil qui inonde tout, de sa chaleur, de son rayonnement, de son bien-être, de son plaisir, parce qu'une des nourritures de l'humain est le soleil. C'est important ce soleil, ça nous développe la provitamine D qui est sous la peau et c'est une nourriture à elle seule. Alors voilà, pour intégrer ces 5 chaînons manquants, il faut un peu de persévérance et un peu de travail bien sûr, mais comme nous l'annonce l'alchimiste français Patrick Berenshteinas, persévérez, percez et vous verrez, persévérez, percez et vous verrez. Ça c'est dans le langage des oiseaux, un langage absolument subtil et divin. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les aspects plus techniques de la plateforme de lancement de tout ce programme Persona Gaia. Parce que tout cela va se réaliser online avec, comme je vous l'ai annoncé, toutes sortes de pratiques online courantes aujourd'hui. Alors, je vous invite à manger en pleine conscience, à observer vos comportements sociaux en pleine conscience. Et si vous voulez bien me poser vos questions en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à la fois prochaine. Bon appétit et à bientôt. Au revoir.